Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans notre suite, dans la suite des formations, ou plutôt des petites séquences d'informations concernant les troubles de la personnalité, je vais vous parler aujourd'hui de la personnalité évitante. Précaution oratoire, si vous suivez ces vidéos, vous savez que je donne des informations, mais en aucun cas, je ne préconise de faire de l'autodiagnostic. D'accord ? Je pense que ce sont des professionnels qui doivent le faire. Simplement, c'est de l'information. Être informé, ça tue personne, bien au contraire. Et si vous-même, vous disposez alors d'une formation de coach certifié, etc., bon, là c'est autre chose. Quoique, ce type de discipline est tout de même réservé, logiquement, soit aux médecins, aux psychiatres, aux psychologues cliniciens disposant d'un titre. Je préfère le rappeler. Voilà, parce que même un coach certifié ne peut pas poser un diagnostic, c'est fort important de le rappeler. Par contre, un coach pourrait très bien renvoyer vers un spécialiste si il pense qu'un de ses clients ou de ses patients, ça dépend un peu comment vous appelez votre patientèle justement, eh bien voilà, s'il y a des clients, si vous avez l'impression qu'un des clients manifeste certains troubles, eh bien vous pouvez renvoyer vers d'autres professionnels. Travailler en synergie, c'est la meilleure des choses. Alors, les troubles de la personnalité évitante est caractérisé par, vous en doutez, l'évitement, bien évidemment. Et l'évitement de quoi ? Des interactions sociales. Pourquoi ? C'est simple, parce que les interactions sociales, elles comportent des risques. Par exemple, des risques de rejet. Voilà, rejet du groupe. Et ça fait terriblement peur, ça crée beaucoup d'angoisse aux personnes qui ont ce type de structure. Le traitement consiste souvent, je le dis déjà, en une psychothérapie, bien plus encore que des anxiolytiques, mais plutôt une psychothérapie, mais dans certains cas graves où il y a phobie, où il y a, vraiment des peurs, des angoisses qui sont associées, on peut prendre en effet des antidépresseurs, quoi. Le sujet qui présente ce type de personnalité souffre intensément d'un sentiment d'insuffisance et réagissent maladroitement en évitant certaines situations par crainte d'être jugés de façon négative. Quand on parle d'insuffisance, c'est quoi ? C'est un complexe d'infériorité en fait. Ce sont des personnes qui ont un gros complexe d'infériorité, elles ont l'impression de ne pas être à la hauteur et qu'on va les juger. Et que fatalement le jugement, le verdict qui sera rendu par les autres, ça fatalement un verdict qui mènera à l'éviction, si vous voulez, du sujet, hors du groupe. Voilà. La prévalence rapportée, par exemple, aux États-Unis est de 2,4%. Le trouble de la personnalité évitant affecte les femmes et les hommes de manière équivalente. Donc là, on n'a pas réellement de différence à ce niveau-là. Vous savez que certains troubles se manifestent plus facilement chez des hommes, d'autres chez des femmes. Et ici, voilà, ça fait la paire belle entre les deux. Les comorbidités sont fréquentes, les patients sont souvent dépressifs. Je vous dirais quand même que la dépression fait partie beaucoup est à la base de beaucoup de troubles. Voilà, c'est souvent là. Bon. Un trouble obsessionnel compulsif ou un trouble d'anxiété, exemple trouble panique, notamment une phobie sociale, trouble d'anxiété sociale. Ils peuvent avoir aussi un autre trouble de la personnalité, dépendante, limite, borderline, enfin bref, vous avez compris, que les comorbidités, elles peuvent être nombreuses. Les patients souffrant de phobie sociale et d'un trouble de la personnalité évitante présentent des symptômes et une incapacité plus grave que les patients présentant uniquement l'un des deux troubles. Fatalement, vous les cumulez. Si vous avez une phobie sociale et en plus, si vous avez la personnalité évitante, vous vous rendez bien compte que c'est un peu plus costaud. Alors d'où ça peut venir ? On se rend compte que les expériences de rejet, surtout vécues depuis notre plus tendre enfance.
peuvent jouer un rôle. Si vous avez été rejeté, alors rejeté par vos parents, rejeté par vos frères et vos sœurs, rejeté peut-être à l'école. Attention, le rejet. Et notamment ici, je vais parler du harcèlement. Hein, tout ça peut contribuer à se sentir marginalisé, on est mis de côté par le groupe, personne ne vient vous aider et vous subissez quelque chose. Ça peut être, et c'est souvent à la base de ce type de personnalité. L'évitement des situations sociales a été détecté, en tout cas certains de ces troubles, dès l'âge de 2 ans environ. Donc, vous voyez, on commence jeune, hein, on peut commencer très très jeune. Donc je vous dirais, dans la personnalité évitante, il y a quand même des choses qui se mettent en place vraiment dans la petite enfance. Symptomatologie. Alors, excusez-moi avant d'aller... Désolé, je reviens. Juste une petite chose. Je parle du harcèlement. Je vais parler du harcèlement et je vais vous parler de quelque chose que j'ai rencontré moi un jour dans une école quand j'enseignais. Je suis dans une école où je dois enseigner pendant 1 heure ou 2 heures certaines techniques. Je crois que c'était chez des jeunes qui avaient peut-être 15 ans, 15-16 ans. Et bref, je me rends compte qu'il y a une jeune fille qui est vraiment mise à l'écart et qui est harcelée. Donc à un moment donné, le sujet arrive, est mis sur la table, et puis je me rends compte que les parents de la fille disent non, laisse faire, ça passera. Donc ils laissent leur fille, évidemment, subir le harcèlement tout le temps, tout au long de l'année. Ça faisait quand même des mois que ça durait, et ça avait déjà commencé l'année précédente. Comment peut-on faire ça? Si vos parents, qui sont censés vous soutenir, vous laissent tomber, comment voulez-vous, par la suite, faire confiance aux autres? Ce sont les 2 fondamentaux qui, réellement, vous lâchent. Tout simplement parce que eux, déjà, ont très certainement une composante évitante. Vous voyez? Évidemment, l'école ne prend pas ses responsabilités, en tout cas dans ce cas précis n'a pas pris ses responsabilités, et en bref vous vous retrouvez avec une gamine qui est complètement démunie. Vous voyez, ça c'est extrêmement grave avec les harceleurs qui se trouvent dans la classe. Voilà. Bon, je vous dirai pas comment tout ça s'est terminé, mais plutôt bien pour la jeune fille, plutôt bien. J'ai dû mettre mon grain de sel dedans, mais parce que je ne supporte pas ce genre de choses. Là, c'est mon coup de gueule. Je ne supporte pas ce genre de choses. C'est impossible, même quand ça ne me concerne pas, c'est impossible que ce genre de choses puisse se dérouler devant moi. Et je vais vous dire très sincèrement, certaines personnes vous disent « Oh, mais vous savez, dans la vie, il faut passer au-dessus, il ne faut pas regarder. » Je vous dirai certaines choses, parce que ce qui fait de nous aussi des êtres humains, c'est notre capacité à nous indigner, à nous révolter face à certaines choses qui sont terriblement injustes. Il ne faut pas perdre non plus de vue ce côté-là chez l'être humain, même si on fait de la psychologie, même si on comprend, mais on peut comprendre. Mais c'est pas pour autant qu'on tolère, voyez-vous. On peut comprendre, moi je peux comprendre, hein, un gars qui tout d'un coup ouvre le feu sur tout le monde, peut totalement comprendre son ras-le-bol. Bien sûr, je peux le comprendre. Est-ce que je le tolère? Non. Mais je le dis clairement, je ne le tolère pas. Parce que si tout le monde commence à ouvrir le feu sur tout le monde, alors vous vivez au Far West. Hein. Non, il y a une différence entre compréhension et tolérance. Les patients qui présentent un trouble de la personnalité évitante refusent l'interaction sociale, y compris au travail, parce qu'ils craignent d'être critiqués, d'être rejetés, ou ont peur que l'on ne soit pas d'accord avec leurs opinions, quoi. Comme dans les situations suivantes. Ils peuvent, par exemple, refuser une promotion parce qu'ils craignent que leurs collègues les critiquent. Ils peuvent éviter les réunions, parce que dans les réunions, souvent, on doit prendre la parole en public, ça les gêne, etc. Confondez pas ça avec la peur de la parole en public, hein, les amis. Hein. La peur de la parole en public, c'est certainement une des peurs les plus répandues dans le monde, sachez-le. Donc, c'est pas ça, mais dans les réunions, il faut parler, même si vous prenez pas la parole en public, à la rigueur, il faut parler, il faut côtoyer les autres. Dans les réunions, parfois, on échange des idées. C'est pas leur truc, si vous voulez. Parce que si on leur demande d'échanger des idées, vous savez que toute idée, même si elle est très bonne, ne peut jamais faire l'unanimité. Jamais, jamais, jamais. Ça fait pas l'unanimité. C'est très rare, en tout cas, qu'une idée fasse l'unanimité. Il y aura toujours bien au moins une personne dans l'assistance qui va dire « moi, je suis pas d'accord ». Le problème, c'est que l'hypersensibilité de ces personnes et leur crainte du rejet font que
même sur un groupe de 20 personnes, s'il y en a une qui ose leur dire « moi je ne suis pas d'accord avec ton idée », c'est elle qu'elles vont retenir, évidemment. Elles évitent de se faire de nouveaux amis, à moins d'avoir la certitude d'être appréciées. Et je vais vous dire, avoir la certitude d'être apprécié, c'est un leurre, parce que vous pouvez très bien être apprécié maintenant, et le lendemain, vous ne l'êtes plus. Voilà. D'ailleurs, ça se voit très bien sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont glorifiés, et puis il suffit d'une phrase malheureuse, ou parfois une phrase détournée d'ailleurs, et puis c'est l'effondrement, c'est la cata, c'est la chute des idoles. Voilà. Donc, ça va très vite à l'heure actuelle. Donc, c'est une fausse certitude, bien évidemment. C'est une fausse certitude. Mais ils ont besoin de se rassurer comme ils le peuvent. Alors, ces patients partent du principe qu'ils vont être critiqués, désapprouvés, jusqu'à ce que des tests rigoureux prouvant le contraire soient effectués de leur part. Voyez ? Mais, encore une fois, il est impossible de ne jamais être critiqué. C'est impossible. Et vous pouvez faire le test, c'est impossible. Voilà. Vous savez, là aussi, je prends les réseaux sociaux parce que j'aime bien les réseaux sociaux, mais justement, c'est social, donc on peut faire des études là-dessus. Vous prenez quelque chose d'extrêmement, logiquement, qui devrait plaire à tout le monde. Prenez quelque chose de beau. Prenez, je sais pas moi, une fleur. Et puis vous mettez une photo. Il y aura toujours bien quelqu'un qui, à un moment donné, vous dira un truc du style... Qu'est-ce que tu viens de nous emmerder avec tes fleurs? Tu ne crois pas qu'il y a d'autres choses à poster? Il y a des choses quand même qui sont graves dans la vie. Il y a d'autres choses que les fleurs quand même. Même quelque chose qui est censé être beau, il y aura toujours bien quelqu'un qui vous dira bah non, en fait c'est moche, ou alors tu nous emmerdes avec tes fleurs, etc., etc. Parce que c'est comme ça. Parce que l'être humain fonctionne comme ça. Et d'une certaine manière... Dieu merci, c'est bien, c'est ce qu'on appelle la diversité. Voilà. La diversité, je parle ici de la diversité de pensée, évidemment. Vous voyez, même moi, je dois me reprendre. Il faut faire gaffe maintenant à ce qu'on dit. C'est dingue, quoi. Ça devient extrêmement gênant, d'ailleurs. Personnellement, ça me gêne. Alors... Avant de se joindre à un groupe, donc il doit établir une relation étroite. Les patients présentant ce trouble exigent des garanties de soutien et d'acceptation acritiques, donc on ne critique pas, qui soient répétées. Ce type de trouble recherche l'interaction sociale, mais ont peur de placer leur bien-être entre les mains d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que les autres personnes pourraient très bien s'avérer être à un moment des ennemis, donc on a peur. Ces patients limitant leurs interactions avec les autres ont des tendances relativement à être isolées. Elles ne disposent pas d'un réseau social susceptible de les aider quand ils en ont besoin. Ben non, parce que le réseau social, il faut le travailler, ça demande un peu de temps, si vous voulez. Vous voyez cette personne-là qui est seule et tout le monde l'évite. Oui, d'une certaine manière, un réseau, ça se travaille. Ceux qui font même professionnellement du networking savent quand même que le réseau, ça se travaille, même professionnel. Et les liens sont peut-être moins importants, sont peut-être moins intenses, quoique. Mais par contre, le réseau, je veux dire, amical, ça se travaille encore plus. Les amis, ils ont besoin parfois d'une présence, ils ont besoin qu'on leur file un coup de main, et ils ont besoin aussi de se sentir utiles par rapport à vous. Donc tout ça se travaille. Ces patients sont très sensibles à toute critique, ça vous l'avez compris, désapprobation ou moquerie, si petite soit-elle. Attention, la moquerie, ils n'aiment pas. Donc ça veut dire que même le rire peut cacher une moquerie, et ça peut leur poser des problèmes terribles. Donc je vous dirais, le second degré connaissent pas, ils vous prennent tout au premier degré. Ils sont attentifs à tout signe de réponse négative. Leur anxiété et leur nervosité peuvent susciter des moqueries ou des taquineries qui semblent confirmer leurs propres doutes. Évidemment, alors là, vous comprenez bien que si vous le criez vous-même, si vous avez peur d'être rejeté, déjà si vous-même vous avez peur, ça va être vu. Et il y a quand même des personnes qui à un moment donné vont se dire vraiment cette personne... c'est presque pathétique. Il y a des personnes qui disent amen à tout, par exemple.
hein. Parce qu'elles ont peur d'être montrées du doigt. Il y a des personnes qui se tiennent vraiment à carreau, donc qui s'éloignent de tout le monde. Ça va susciter la moquerie. Et ce type de personne va prendre les moqueries et finalement va se dire, ben voilà, j'ai bien raison de ne pas être en interaction avec les gens parce que les gens sont méchants avec moi. Vous voyez, alors que c'est elle qui crée ce système. De toute façon, on est toujours moqué par quelqu'un, hein. Bon, comme on dit, on est toujours le con de quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, un manque d'estime de soi et un sentiment d'inaptitude inhibent ces patients dans les situations sociales, en particulier si elles sont nouvelles. Alors là, je vous parle de quelque chose. Cet après-midi, j'étais encore là-dedans. J'étais un peu dans du networking au Québec, voyez-vous. Sur Internet, mais c'était un networking québécois. Et puis, je remarque que certaines personnes, c'est une première pour elles, hein, de se présenter, de présenter la société, etc. Et on voit que certaines de ces personnes ont vraiment un manque de confiance énorme. Et ça se manifeste dans leur manière de parler, dans leur manière de regarder la caméra, de leurs interactions avec les autres, etc. etc. Donc, d'une certaine manière, dès que vous les placez dans des nouvelles situations, elles se bloquent elles-mêmes. Elles bégayent, par exemple. Donc voilà, les interactions avec de nouvelles personnes sont réduites car les patients se considèrent comme socialement ineptes, inadaptés. De toute façon, c'est toujours le sentiment d'infériorité qui règne. C'est ça que je vous expliquais tout à l'heure avec le networking. Il y a beaucoup de gens, on voit, qui ne sont pas certains. Hein, ils ont beaucoup de mal à se vendre, par exemple, parce que pas certaines d'elles, si vous partez déjà avec le principe que vous ne voulez pas grand-chose, vous vous rendez bien compte que vous allez avoir beaucoup de mal à persuader votre auditoire de faire appel à vous, par exemple, si vous êtes dans le business. Ils ont une tendance à être calmes et timides et à vouloir disparaître, car ils ont une tendance à penser que s'ils disent quoi que ce soit, d'autres diront qu'ils ont tort. Ils sont réticents à parler d'eux, de peur qu'on se moque d'eux, ou qu'on les humilie. Ils craignent de rougir et de pleurer lorsqu'ils sont critiqués, parce qu'en plus, ils veulent pas qu'on voit leur faiblesse, et ils veulent pas qu'on voit que ça les touche. Donc voilà, parce qu'ils se disent que si on les voit rougir ou si on les voit toucher, ça va encore engendrer plus de moqueries. Donc, ils sont plutôt réticents à prendre des risques personnellement ou à anticiper de nouvelles activités pour des raisons similaires. Ils ont une tendance à exagérer les dangers et à utiliser des symptômes minimaux ou d'autres problèmes pour expliquer leur évitement. Oui, c'est ce qu'on appelle la rationalisation, si vous voulez. Quelque chose de minime, qui vous semblera minime, pour la personne, elle va en faire toute une montagne. Elle va vous expliquer que c'est à cause de ça qu'elle évite. Mais la réalité est tout autre. C'est tout simplement parce qu'elle n'arrive pas à s'adapter aux situations et aux contingences sociales. Ils peuvent préférer un mode de vie limité car ils ont besoin de sécurité et de certitude. La certitude, les points de repère, etc. C'est extrêmement important pour ces personnes. Bon, dans le diagnostic, on a le sentiment de ne pas être à sa place. On a une grande hypersensibilité à la critique et au rejet, ça vous l'avez déjà compris. On peut avoir un refus des activités liées à l'emploi, qui implique un contact interpersonnel, car ils craignent d'être critiqués, rejetés ou qu'on les désapprouve. On peut avoir une réticence à s'impliquer avec les autres, à moins d'avoir la certitude qu'ils seront appréciés, donc du mal de faire du lien. La réserve dans les relations étroites, parce qu'ils craignent le ridicule ou l'humiliation, c'est-à-dire que, même s'il y a du relationnel, ils ne se livrent pas. Vous ne savez pas beaucoup de choses sur elles. Et elles ne livrent pas leurs opinions, leur façon de penser, etc. Parce qu'elles ont peur d'être critiquées. L'inquiétude d'être critiquées ou rejetées dans des situations sociales ne les quitte pas. L'inhibition dans des nouvelles situations sociales parce qu'ils se sentent inadéquats. Ils se sentent pas à l'aise là-dedans. Une vue d'eux-mêmes comme socialement incompétents, sans attrait ou inférieurs aux autres. Moi, j'ai un de mes amis qui se dit lui-même handicapé social. Voyez, donc c'est le terme qu'il utilise, ce n'est pas le mien. Je pense que ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas, pour lui, il est handicapé socialement. Ce qui n'est absolument pas vrai. C'est un très bon communicant, c'est quelqu'un qui peut déclencher la sympathie, etc. Mais
Il a ça au fond de lui. La réticence à prendre des risques personnels ou à participer à de nouvelles activités, ça peut mettre le sujet mal à l'aise. En outre, les symptômes doivent avoir débuté au début de l'âge adulte pour dire réellement que ce soit une personnalité évitante, même s'il y a des bases dans la vie de l'enfant. Alors, souvent, quand vous allez voir toutes ces personnalités, vous allez voir que les symptômes doivent avoir débuté au début de l'âge adulte. Okay, c'est souvent comme ça. Pourquoi? Parce que globalement, on attend, si vous voulez, c'est presque une mesure, c'est presque une réserve, on attend l'âge adulte pour se dire, ok, c'est bon, on est vraiment là-dedans. Parce que, par exemple, l'adolescent est tellement soumis à des changements que c'est très difficile d'établir des diagnostics. La structure n'est pas encore claire. L'âge adulte, on a une tendance à fixer des structures. C'est pour ça que vous verrez souvent ce type de phrase. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme thérapie? Des thérapies cognitives, comportementales, axées sur les compétences sociales. On va essayer de les développer. Psychothérapie de soutien, psychothérapie psychodynamique et anxiolytique et antidépresseurs. Voilà. Bon, ça, c'est pas dans tous les cas de figure. Il faut déjà que ce soit dans des cas relativement forts, mais celle-ci, très clairement, parce que ça limite énormément les personnes. Et elles en souffrent en réalité. C'est pas qu'il n'y a pas de souffrance, il y a de la souffrance. On n'est pas du tout dans un monde, par exemple, dans une personnalité schizotypique ou schizoïde. On n'est pas là-dedans. Dans le schizotypique, par exemple, lui, il a vraiment l'impression de ne pas être en phase avec les autres parce qu'il ne pense pas de la même manière. Vous voyez, il n'est pas sur la même planète, mais voilà, il n'a pas peur en soi. À la rigueur, lui, c'est à l'inverse, c'est un excentrique, etc. Tandis qu'ici, non. Ici, on a peur du qu'en dira-t-on, on a peur des autres, et on croit réellement que les autres, à la rigueur, sont plus que nous. Vous voyez la différence? Plus que nous. Tandis que dans le schizotypique, par exemple, pas du tout. Les autres sont pas du tout comme moi. Limite, on n'a rien à faire ensemble. Vous voyez un peu les différences. Donc voilà. Voilà. Écoutez, je vous ai donné des informations concernant ça. J'espère que ça vous plaît. Et bonne continuation à tout le monde. Et à la prochaine. Salut.